Bonjour, bienvenue à tous à cette session dédiée aux architectures microprofile et à la cohérence des données. Donc c'est un sujet pour lequel vous avez sans doute entendu, vu, lu, écouté des tas de choses. Ce que je vous propose ici, c'est de l'aborder de manière pragmatique à travers deux démos basées sur deux technologies, la spécification microprofile long running action et le framework microservice eventuate. Donc, je m'appelle Jean-François James, je travaille chez Worldline, qui est spécialisé dans les systèmes et les services de paiement. On est très présent dans votre vie quotidienne, même si vous ne nous connaissez pas. Comme vous pouvez le constater, j'ai pas mal d'années d'expérience. Je pourrais presque incrémenter le compteur, d'ailleurs, ce qui m'a valu notamment de suivre l'évolution de l'écosystème Java depuis ses origines. Plus particulièrement, ces derniers temps, je me suis intéressé à Jakarta AE, la transition open source de Java AE, et à Microprofile, pour lequel j'ai eu l'opportunité de contribuer. Alors, le sujet de la cohérence des données en architecture distribuée n'est pas nouveau. Vous avez probablement tous été confrontés à un moment de votre vie. J'ai en tête l'exemple d'un projet qu'on a mené il y a une quinzaine d'années, la refonte d'une de nos plateformes de paiement en mode SOA. Donc à l'époque, on ne parlait pas de microservices, mais c'était déjà des services distribués avec des bases de données dédiées. Et les deux grandes difficultés auxquelles on avait été confrontés, c'est d'une part, identifier et borner les services. Il n'y a pas vraiment de méthodologie. On peut s'inspirer des principes du domain-driven design, mais malgré tout, il faut une bonne couche d'intuition, un bon mélange de logique métier et d'expertise métier et d'expertise technique. Il n'y a pas de process de validation. On peut s'apercevoir éventuellement assez tard dans le cycle de développement qu'on a fait une erreur. Le deuxième problème qui est lié au premier, c'est qu'est-ce qu'on fait pour assurer la cohérence des données, puisqu'on a plusieurs bases de données distribuées, en particulier quand on a une transaction métier qui traverse et modifie plusieurs services. Comment, à l'arrivée, on a la garantie que ça s'est bien passé? À l'époque, il y a une quinzaine d'années, on développait un Java EE 5 ou 6. Il n'y avait pas vraiment de solution. On commençait à entendre parler de saga, de choses comme ça, mais rien de très consistant à se mettre sous la dent. Et en plus, la plateforme Java EE est très orientée transaction acide forte. Précisément, c'est le modèle de référence dans lequel on baigne tous depuis une quarantaine d'années. Les fameuses transactions acides, et en particulier les transactions acides locales. Donc là, j'ai pris le cas d'un monolithe, un beau monolithe bien modulaire, ça existe. Donc les modules sont indépendants, mais partagent leurs données dans une même base de données. Donc dans ces cas-là, rien de plus facile, on démarre sa transaction, si tout va bien, on la commit, s'il y a un problème, on la rollback. Vous le savez sans doute, ACID, c'est un acronyme pour Atomicity, c'est-à-dire que l'ensemble des modifications constitue un tout cohérent. Cohérence, on part d'un état stable, quoi qu'il advienne, on arrive dans un état stable. Isolation, on a la garantie d'accès exclusif aux données qu'on est en train de modifier, et durabilité, puisque les données sont persistées. J'ai mis un petit à isolation parce qu'en réalité, on est rarement au niveau maximum, le niveau serializable, qui garantit de facto un accès quasi exclusif aux données, au détriment de la concurrence et de la scalabilité. Donc la plupart du temps, dans les applications, on se met au niveau read committed ou read repeatable, qui constitue un bon compromis entre les besoins d'isolation et les besoins de scalabilité de l'application. Bon, à cette petite nuance près, les transactions acides locales, on peut dire que c'est très simple du point de vue du développeur, c'est suffisamment performant et scalable pour la plupart des applications d'entreprise, largement éprouvé en production, et c'est également largement supporté par les bases de données SQL, des systèmes tiers comme ActiveMQ. Donc mon monolithe de tout à l'heure, les modules, j'en ai fait des services. Maintenant, chacun a sa propre base de données. Comment faire pour assurer la cohérence des données? Donc la première, on peut répliquer le modèle des transactions acides en mode distribué, avec le two-phase commit. Ça va nécessiter l'intervention d'un transaction manager qui va devoir intervenir à pas mal d'étages pour assurer le prepare to commit, le commit. Avantage pour le développeur, on garde la simplicité de développement. Mais le protocole two-phase commit est verbeux, peu performant. On a un coût de l'isolation qui est élevé, puisqu'on peut être confronté à des transactions assez longues du fait qu'on est en mode distribué. On introduit une fragilité
liées à la coordination synchrone. Le moindre grain de sable peut se terminer en état incohérent, le fameux heuristic outcome des transactions. Et ce modèle n'est pas supporté par certains systèmes modernes qu'on utilise couramment sur des applications, Kafka et les bases de données NoSQL par exemple. Donc qu'est-ce qu'on peut faire pour améliorer cette situation? C'est là que les LR1 et les sagas rentrent en jeu. Le principe, c'est d'ajouter une couche de coordination légère, une forme de transaction légère, au-dessus des transactions acides locales. Donc les transactions acides locales, ça marche très bien, on les garde. Et au-dessus, on va mettre cette couche de coordination. Donc si tout va bien, on démarre cette transaction, si tout va bien, on la confirme. Par contre, si ça se passe mal, on ne peut pas faire un rollback technique qui va tout défaire. Là, on va être obligé d'engager un flot de compensation qui va défaire tout ce qu'on a fait. Donc du point de vue du développeur, on voit que c'est déjà un petit peu moins facile. Alors, une action de compensation, c'est quoi? Ça peut être très simple, changer le statut d'une entité, mais ça peut être des choses plus compliquées, comme, par exemple, recréditer un compte qu'on a débité. Donc, les principes de tout ça, c'est on garde les transactions acides locales, ça marche bien, on ajoute au-dessus donc, cette fameuse couche de coordination globale légère, faiblement couplée, on verra ce que ça veut dire, faiblement couplée. Des opérations de compensation explicites, donc ça, encore une fois, c'est moins rigolo pour le développeur. Et au passage, on perd l'isolation du acide, puisque la transaction est visible au fur et à mesure de la traversée des services. Donc il faut mettre en place des actions compensatoires. Donc une fois qu'on a dit ça, très bien, on fait comment? Si on fait tout ça à la main, ça risque quand même d'être compliqué. Donc il y a une quinzaine d'années, il n'y avait pas de solution. Aujourd'hui, on commence à en avoir. J'en ai identifié 4. MicroProfile, en particulier la spécification Long Running Action, le framework Eventuate.io, dont je vais vous parler. Il y a également AxonIQ, qui est un volet gestion de saga, et une autre solution que je connais un petit peu moins, qui est une solution d'origine Alibaba, je crois, qui s'appelle Sita, je ne sais pas comment on prononce ça. Donc c'est les 4 solutions qu'on trouve quand on cherche un petit peu. Moi, je vais vous faire une démo sur les 2 premières. MicroProfile. Donc MicroProfile, c'est un ensemble de spécifications qui facilitent le développement d'applications cloud native, microservices. Dedans, on va trouver des spécifications qui sont liées aux API, des spécifications qui sont liées à la fault tolérance, des spécifications qui sont liées à l'observabilité, un socle de configuration. Donc tout ça, ça constitue le cœur. C'est versionné de manière homogène. La dernière version, ça doit être la 5, je crois. Et à côté, on a des spécifications standalone qui ne sont pas embarquées dans le cœur, et c'est notamment là qu'on va trouver nos fameuses long running actions. Le framework Eventuate, je l'ai découvert à la lecture de cet excellent bouquin. Je ne sais pas si certains d'entre vous l'ont acheté, l'ont lu. En tous les cas, moi, je vous le recommande. Il a été écrit par Chris Richardson et il aborde de manière très pragmatique, à travers des patterns et surtout des exemples, comment concevoir des architectures, les fameuses architectures microservices. Et notamment, le framework Eventuate est utilisé pour illustrer ces frameworks, et ce framework Eventuate a aussi été réalisé par Chris Richardson. Si on compare dans les grandes lignes ces 2 solutions, MicroProfile LR1 trouve ses origines dans un standard de l'Oasis qui est le Web Service Composite Application Framework qui date de 2006. Ce n'est pas tout récent. C'est une spécification qui décrit très précisément le contrat entre les utilisateurs de la spécification, donc les applications, et les fournisseurs de la spécification, donc les solutions. Donc il y a 64 pages, c'est assez précis. La version en cours, c'est la 1.0 qui est sortie l'année dernière, au mois d'avril. Les implémentations à disposition, on les trouve dans Quarkus. La démo se fera d'ailleurs avec Quarkus. Open Liberty, j'ai fait des essais avec Open Liberty, ça marche très bien. On a également Elidon, Wildfly, et il existe un module Camel qui permet d'utiliser les sagas dans des routes Camel.
avec des modalités un petit peu différentes des annotations qu'on va voir, mais le principe général est le même. Donc on a une ouverture d'utilisation à des solutions non microprofile à travers Camel. Le modèle de programmation microprofile LRA, comme souvent avec microprofile, c'est des annotations. Le protocole d'échange sous-jacent, c'est du REST HTTP. Donc on est vraiment sur du synchrone. En termes d'infrastructure, on a besoin d'un LRA coordinateur. Un LRA coordinateur, c'est quoi? C'est un gestionnaire de transactions léger, qui fonctionne un petit peu comme le Transaction Manager Two-Phase Commit qu'on a vu tout à l'heure, mais en beaucoup plus simple, parce que lui, il va interagir avec des endpoints HTTP. Côté Eventuate Saga, les sagas, c'est très ancien, ça date de 1987, les premiers travaux sur les sagas. Le framework Eventuate, il est arrivé à maturité vers 2017. Il a beaucoup bougé l'année dernière, il a été assez actif. C'est une plateforme microservice open source centrée sur la gestion des données. Donc, qu'est-ce que vous allez pouvoir faire avec Eventuate? Vous allez pouvoir faire de l'event sourcing, du CQRS, des sagas, mais aussi utiliser de la persistance JPA classique. C'est ce que je vais faire dans mon exemple. Ça ne force pas à faire du CQRS, même si c'est possible. La version qu'on va utiliser, c'est la version Quarkus qui est sortie il y a 1 an. En termes d'implémentation, c'est également disponible sur Spring et Micronaut, donc une couverture assez large. Et il y a 2 modèles de programmation. Un modèle d'orchestration basé sur un DSL, un Domain Specific Language, où on va décrire, on va dire, la dynamique de la saga dans laquelle on veut rentrer, et un autre modèle qui s'appelle la chorégraphie, où on va utiliser les domain events qui sont générés par les différents services pour, on va dire, s'accorder sur une forme de gestion de transaction. Je préfère largement le modèle d'orchestration, et c'est d'ailleurs lui que je vais vous présenter. Le protocole d'échange, là, on est dans le monde asynchrone, messaging asynchrone, et en termes d'infrastructure, on a besoin de plusieurs choses. Un composant particulier qui s'appelle le CDC, le Change Data Capture. Donc ça, c'est un composant Eventuate. On a besoin d'un système de messaging, donc on va prendre Kafka. On a besoin d'une base de données. Pour la démo, on va prendre Postgre. Donc, assez parlé, on va rentrer dans le cadre de la démo. Alors, j'ai repris l'exemple classique de la réservation de vacances avec un certain nombre de prestations. Donc l'hôtel, le voyage, éventuellement une voiture de loc. Je l'ai à la fois simplifié et approfondi. Alors simplifié parce que j'ai gardé un seul service. Vous verrez, c'est largement suffisant pour comprendre les principes et pouvoir les généraliser après. Et approfondi parce que j'ai rajouté de la logique métier, de la persistance, des transactions, de manière à se rapprocher quand même d'un cas réel. Donc ça va un petit peu plus loin que la plupart des exemples qu'on trouve assez facilement sur Internet. Comment ça marche? Holiday Service reçoit une requête de réservation de voyage. Il commence par contrôler le client. Donc là, c'est très simple. L'identifiant du client, ça doit être 42, sinon ça ne passe pas. Si c'est bon, on invoque le service trip qui, lui, va contrôler le départ, la destination et déterminer un transport et un horaire en fonction des dates de réservation demandées. Donc là, le point de départ, c'est obligatoirement Paris, c'est limité. Et le point de destination, il y en a 4, c'est Dublin, Londres, Budapest et Barcelone. Donc c'est pas si mal que ça. J'ai chanté donc l'appel à hôtel et car, comme je vous ai expliqué, et à la fin, on va contrôler le montant total. Alors, ce qui est intéressant dans cet exemple, même s'il est très simple, c'est qu'on a plusieurs cas d'annulation de la transaction. Un cas très simple, l'identifiant du client n'est pas bon. Très bien. Un cas un petit peu plus compliqué, on se trompe de la destination qu'on indique n'est pas bonne. Donc là, on va invoquer le service distant. Il va falloir qu'à l'arrivée, Holiday et Trip soient vraiment cohérents sur la façon dont ils ont vu la transaction. Et un exemple encore un petit peu plus compliqué, où on a laissé Trip faire son travail. Il a trouvé, lui, une destination, tout va bien. Et une fois à la fin, on lui dit non, finalement, on a changé d'avis, on a dépassé le montant total, le montant maximum, t'arrêtes tout. J'ai rajouté un cas qui est un cas de timeout entre les deux, pour voir ce que ça donne. Oui, on a la trip book request qui transite là. Alors, avec MicroProfile, qu'est-ce que ça donne, cette affaire-là? Donc, on a nos 2 services qui sont implémentés en Quarkus, qui ont chacun leur base de données Postgre, qui échangent en REST HTTP.
Et tout en haut, on a le fameux LRA coordinateur. En l'occurrence, c'est Narayana. Donc Narayana, c'est un gestionnaire de transactions open source qui sait faire plein de choses, dont le two-phase commit dont je vous ai parlé tout à l'heure, mais aussi de manière plus simple, le long running action. Donc les échanges entre le coordinateur LRA et les services se font en REST HTTP. J'ai mis Jaeger pour justement tracer et regarder un petit peu ce qui se passe entre les services et le coordinateur. Qu'est-ce qu'il y a sous le capot? En termes de modèle de programmation, la spécification LRA, elle définit 7 annotations. La principale, celle qui définit le cycle de vie de la LRA, elle s'appelle LRA. On la pose sur une méthode. Donc en général, c'est la méthode métier qui va dérouler le traitement. Là, je dis que c'est une LRA de type required, c'est-à-dire que s'il y en a une déjà engagée, j'y participe. S'il n'y en a pas, j'en crée une. C'est très proche des annotations transactionnelles classiques ACID qu'on connaît. End égale true, ça veut dire que je vais déclencher la fin de la LRA en sortie de la méthode book. Là, je donne une limite de temps, c'est-à-dire qu'au-delà de 2 secondes, je considère que de toute façon, ce n'est pas la peine de continuer, c'est trop lent, mon utilisateur, ça ne l'intéresse plus. Donc ce qui se passe dans ce cas-là, c'est que le LRA coordinateur, il va envoyer à tous les participants une requête d'annulation. On définit également les codes réponses HTTP qui vont provoquer l'annulation de la transaction. On doit implémenter une méthode compensate qui va nous permettre de réagir en cas d'annulation de la transaction. Donc ça, c'est obligatoire. Et de manière optionnelle, on peut implémenter une méthode complete qui va nous annoncer la bonne fin de la transaction. On peut, par exemple, là-dedans, libérer des ressources, des choses comme ça. Alors, vous pouvez remarquer que ces 3 méthodes, book, compensate et complete, ont pour caractéristique commune d'avoir un paramètre qui est l'identifiant de la LRA, le LRA ID, qui se trouve être transporté sous forme de header HTTP. Donc, ce LRA ID, il est attribué par le coordinateur de LRA tout en haut, et c'est le seul élément de couplage entre tous les participants à la transaction. Donc on peut vraiment dire que c'est un couplage technique faible. C'est tout ce qu'ils ont de commun. Ils doivent se débrouiller avec ça. Alors, charge à nous, développeurs, d'assurer la cohérence entre ce LRA ID et la logique métier qu'on est en train de traiter. Mais ce n'est pas très compliqué à faire. De l'autre bout du tuyau, donc, on a notre service trip qui, lui, a également son notation LRA. Donc là, elle est de type support, c'est-à-dire que si une transaction LRA est engagée, j'y participe, sinon ce n'est pas grave. Ça veut dire concrètement que je me laisse la possibilité d'appeler la méthode book, donc de réservation d'un transport, sans participer à une transaction. J'indique que la sortie de la méthode book ne doit pas provoquer la fin de la transaction. Et j'ai une méthode compensate qui va me permettre de réagir en cas d'annulation. Alors, c'est un modèle de programmation simple, mais il y a quand même des petits pièges. Donc, on a notre méthode à noter LRA. En général, c'est là-dedans qu'on fait notre logique métier. On a éventuellement une méthode complete pour libérer des ressources, des choses comme ça. Déjà, la spécification n'impose rien quant au délai d'appel de la méthode complete. On est vraiment dans l'éventuelle consistency. Concrètement, avec Narayana, on verra, c'est quelque chose de rapide. Donc ça, c'est le cas facile. C'est plus compliqué quand on a un compensate, parce qu'on a une transaction distribuée, et la décision d'annulation, elle peut venir d'un autre participant, elle peut venir du coordinateur LRA. Et ça veut dire, en particulier, qu'elle peut très bien arriver alors même qu'on est en train de dérouler tranquillement sa transaction métier dans la méthode LRA. Donc, il faut blinder le code, c'est pas très compliqué, on verra, pour être capable de faire face au cas où la méthode compensate a été appelée de manière concurrente à la méthode LRA. À part ça, c'est simple. Donc on va passer à la partie démo. Alors, on va tout passer par du Swagger. Donc, je vais faire une demande de voyage. Très simple. Là, je dis, je suis le client 42, c'est le bon. Je pars de Paris, c'est bien. Je veux aller à Londres, c'est bien. Je donne les dates. Je veux une prestation basique et je pars tout seul. Ça, normalement,
ça devrait passer. On va jeter un coup d'œil à la réponse. Donc effectivement, status accepted, il n'y a pas de business error, tant mieux, et on voit qu'on a les informations de voyage qui ont été données par Trip, notamment les horaires et le prix. Au passage, j'ai affiché le fameux paramètre LRA ID, qui a été attribué par le coordinateur LRA. Donc bien évidemment, ce n'est pas une information affichée destinée à un utilisateur final, c'est pour les bienfaits de la démo. On va pouvoir aller constater, donc le trip ID de l'autre côté, c'est le 1. On va aller faire un petit tour du côté du service trip pour vérifier ce qu'il en est de son côté. Donc on retrouve la même LRA ID. Lui, il a traité, il est accepté. Donc là, on est vraiment dans le cas où tout s'est très bien passé. Les deux sont d'accord. On peut d'ailleurs aller voir dans Swagger les requêtes qui ont été échangées avec le coordinateur LRA. Donc là, on voit qu'on a un démarrage de LRA, start. On a deux participants, donc Holiday et Trip, et on a terminé notre LRA. Donc on va dire que c'est un comportement tout à fait normal. On va se tromper dans l'identifiant du client. Donc là, 421, normalement, Trip va me dire pas d'accord. Effectivement, status rejected, j'ai une business error, j'ai une LRA. Là, je n'ai pas invoqué le service Trip. Donc, si on va voir les traces Jagger, la dernière transaction qui est passée, on voit qu'on a démarré la LRA, on a eu un seul participant et elle a été cancellée, ce qui correspond tout à fait au cas dans lequel on est. Je remets le bon numéro de client et cette fois je me trompe de destination, je dis que je veux aller à Londonx. Évidemment, ça génère un rejet de ma demande. On ne connaît pas la Trip à l'autre bout me dit mais je ne connais pas cette destination, c'est pas bon. Donc dans ces cas-là, allons voir les traces Jagger. On a eu un démarrage, deux participants et on a cancellé la transaction. Donc on va dire que c'est parfaitement cohérent, tout va bien. Cette fois, on va dire bah, Londres c'est bien, mais à 2 c'est mieux. Et on va malheureusement provoquer un dépassement de prix. Et là, rejected, max pricing exceeding. Donc là, on a bien été sur le service Trip. On voit d'ailleurs que lui nous a répondu, il nous a donné toutes les informations. Et au dernier moment, on a dit bah non, finalement, on annule cette transaction. Sur Jagger, on va voir effectivement qu'on a bien le démarrage, les deux participants et l'annulation. La question maintenant, c'est comment a réagi Trip de son côté. Donc on est sur l'identifiant numéro 3. On va aller voir ce qu'il en est de son côté. Et là, on voit qu'il a annulé la demande. C'est-à-dire que dans un premier temps, il l'a accepté. Pour lui, c'était bon. Le départ, la destination, tout était bon. Il a répondu à Holiday accepted. Holiday a contrôlé le prix dépassement du prix maximum, qui est à 500. Donc là, on est beaucoup plus cher, on est à 804,50. Et du coup, il a dit, bah, OK, j'annule. Donc on est cohérent des deux côtés. Qu'à cela ne tienne, Londres, c'est trop cher, on va essayer Dublin. Alors là, je vais forcer une situation de timeout. Donc c'est pas très joli, c'est-à-dire qu'en dur dans le code, Trip, quand il voit passer Dublin, il se met au repos pendant 1 seconde et demie. Et il se trouve que Holiday, il est configuré pour attendre un temps de réponse avec un délai maximum de 1 seconde. Donc allons-y. Le temps de réponse est un petit peu plus long, 1 seconde 1, et là, bah, on n'a pas eu de réponse de Trip, on a rejeté. On n'a pas de réponse de Trip, on n'a pas d'identifiant, c'est pas ce qui s'est passé à l'autre bout du tuyau. Et si on va voir côté Jagger, on a un début de transaction, 2 participants, un console. Donc de ce point de vue-là, ça s'est bien passé. Et là, côté Trip, on est passé dans le cas compliqué que je vous illustrais tout à l'heure, c'est-à-dire que le cancel, il est arrivé
pendant que la méthode de annoter LRA déroulait tranquillement sa réservation. Donc, ce qui se passe dans le code de Trip, donc on va déjà aller vérifier que Trip a bien réagi à la situation. Alors, je n'ai pas d'identifiant. Donc, je vais aller voir si par hasard, j'ai accepté une demande à destination de Dublin. Normalement, il y en a une. Il y en a une et elle est bien cancellée. Donc, on a bien réagi. En fait, ce qui s'est passé, c'est simple. Dans la méthode complete, dans la méthode compensate, pardon, on commence à regarder, est-ce que j'ai vu passer une transaction métier associée à cette LRA ID? Sinon, j'enregistre dans une table que la transaction a été cancellée. Et dans la méthode LR1 qui traite la demande, à la fin, avant de répondre, on va vérifier que si par hasard, la transaction en question n'a pas été annulée alors qu'on était en train de la traiter. Donc vous voyez, on a couvert les différents cas que j'ai évoqués au départ, et à chaque fois, on est retombé sur nos pieds avec une situation cohérente au niveau data entre Holiday et Trip. On va revenir sur la présentation. Donc ça, on a vu, ça, on a vu. Ça, c'est le dernier cas, le cas de timeout. Maintenant, on va changer de techno. Donc là, on était dans un cadre synchrone. On a vu tous ces échanges synchrones avec le LRA coordinateur, les participants, etc. Ça a bien marché dans le cadre de la démo. Là, on va rentrer dans le monde de l'asynchrone avec EventWait. On a une architecture un petit peu plus compliquée, avec du Kafka au milieu pour échanger les messages, les commandes et les réponses. Mais on va voir que c'est du Kafka un peu particulier. De part et d'autre, il y a notre fameux composant CDC, dont je vous ai parlé tout à l'heure, le Change Data Capture, qui joue en fait le rôle de message relais vis-à-vis de l'applicatif. Je vous expliquerai comment. Donc, nos deux services sont développés en Quarkus, base de données Postgre, chacun a sa base de données. Tout en haut, on a Zookeeper qui surveille Kafka et le CDC, je vous expliquerai pourquoi. Et pour la démo, j'ai rajouté une GUI qui va nous permettre de voir les messages qui transitent sur Kafka. Alors là, le modèle de programmation, c'est de l'orchestration avec le fameux DSL dont je vous ai parlé tout à l'heure. Et la clé de voûte de l'édifice, c'est ça. J'ai donc un langage qui va me permettre de définir des étapes. À l'intérieur de chaque étape, j'ai des possibilités d'action. Donc je peux faire une invocation locale, je peux faire une invocation d'un participant à distance. On voit notamment qu'on va appeler BookTrip. Je peux réagir aux différentes réponses qu'il va envoyer en réponse à ma commande. Et je déclare également des actions de compensation. C'est-à-dire que ça se lit dans les deux sens. Il y a un flot d'exécution normal descendant et il y a un flot de compensation remontant qui va permettre de défaire tout ce qu'on a fait au fur et à mesure qu'on est passé donc, dans cette saga. Donc ça, c'était côté Holiday, la définition de la saga. Côté Trip, on a un command handler. Donc, vous voyez, on reçoit un message, tranquille. On délègue à la logique métier le traitement et on a deux possibilités de réponse. Et là, ce n'est pas anodin du tout. Si j'ai une business error, je vais répondre with failure avec la réponse associée. Si tout s'est bien passé, je vais répondre with success. Et on le verra tout à l'heure. Le fait de répondre with failure ou with success, ça positionne une metadata dans le message réponse Kafka qui va arriver à l'autre bout et qui va permettre à Holiday de savoir s'il peut poursuivre sa saga normalement ou s'il doit engager le flot de compensation. Donc c'est très important de répondre with failure ou with success, parce que c'est ça qui va conditionner l'exécution de la saga à l'autre bout. Le CDC, le Change Data Capture, il permet de faire du transactional messaging. Donc Kafka n'est pas une ressource transactionnelle. Donc qu'est-ce qu'on fait? En fait, côté publisher, et c'est EventWait qui le prend en charge, on ne publie pas directement le message sur Kafka, on l'écrit sur une table intermédiaire, une table de messages. Et on le fait dans le cadre d'une transaction acide locale. Donc en cohérence avec la logique métier qui est en cours. Et le travail du CDC, de manière sous-jacente, c'est d'aller scruter cette table, d'aller examiner les messages qu'il faut envoyer à l'autre bout du tuyau et de les publier.
pour examiner la table, il y a deux façons de faire. Il y en a une un peu bourrin, le SQL polling. On va poller la table à un intervalle configurable. Ce n'est pas très joli, ce n'est pas très scalable en production. L'autre, ça consiste à faire du transaction log tailing. Donc on va scruter la fin de la transaction. Ça fonctionne comme Debezium, pour ceux qui connaissent. Ça fonctionne avec Eventuate sur MySQL et Postgre. Ceci étant dit, on va publier le message sur Kafka, donc sur un topic particulier, et à l'autre bout du tuyau, on va retrouver le CDC. Lui, il va noter dans une table qu'il a reçu le message, il va faire un contrôle de double, il va vérifier que le message, on l'a pas reçu deux fois. Donc les messages sont identifiés de part et d'autre, donc on a une garantie de livraison unique côté consumer. Donc l'intérêt, ça paraît un petit peu usine à gaz, mais l'intérêt de fonctionner comme ça, c'est qu'on garde le bénéfice des transactions acides locales et on publie de manière transactionnelle sur Kafka. Eventuate a besoin, pour fonctionner, de tables en base de données. Donc il y a toute une famille de tables, on va dire, de fonctionnement général, qu'on retrouve sur Holiday et Trip, et il y a une famille de tables dédiées à la gestion des sagas. Donc ça veut dire, de manière sous-jacente, derrière le DSL qu'on a vu tout à l'heure, les sagas sont en fait persistées, parce qu'elles vont être exécutées de manière asynchrone par des threads différents éventuellement, dans le sens, donc montant si tout va bien, et descendant s'il faut remonter. La démo. La démo avec Eventuate. Donc on va reprendre un peu la même démo, mais différemment. Alors déjà, la première chose qu'il faut faire, c'est on va surveiller si nos fameux CDC ils sont en forme. Alors pour être en forme, ils ont besoin de quoi? Ils ont besoin de lire la fameuse table des messages, donc d'être connectés à la base de données. Ils ont besoin d'être connectés à Kafka et ils ont besoin d'être connectés à Zookeeper. Alors, Zookeeper permet en fait de gérer la redondance des CDC, c'est-à-dire que pour des raisons de robustesse, on peut en avoir plusieurs, et il y a un mécanisme d'élection qui fait qu'à un moment donné, il y aura un seul reader actif sur la table. Mais en production, ça permet d'en déployer plusieurs en cas de problème. Donc là, tant mieux, tout va bien. Donc c'est le Holiday, on est du côté du service Holiday. Vous voyez que ce que je fais, c'est pas bien, ça suffit pour la démo, mais c'est du polling. Donc en réalité, il faudrait faire du transaction log tailing. Mais on va dire que pour la démo, ça suffit. On a un autre CDC à l'autre bout du tuyau. Pareil, heureusement, il est en forme. Au passage, les CDC, c'est développé en Spring Boot. Donc ça expose à travers l'actuateur des health checks et également des métriques. Donc c'est un élément qu'on peut observer, superviser. Côté Kafka, on va aller regarder un petit peu les topics qui sont en place. Alors, on a un topic qui s'appelle Trip Service qui va permettre d'envoyer des commandes de Holiday vers Trip, et on a un topic de retour pour les réponses de Trip vers Holiday. Donc tout ça, ça a été mis en place de manière automatique par le framework, et on va pouvoir dérouler la démo, à peu près comme tout à l'heure. On va aller à Londres, en solo dans un premier temps. Ça devrait fonctionner. Ça a fonctionné. Donc ma demande est acceptée, il n'y a pas de business error. Donc là, ce qui est intéressant, c'est de retourner sur nos topics. Donc le topic Trip Service, là, je vois que tiens, j'ai un message qui est passé. C'est intéressant. Est-ce que je peux... Ouais, on va zoomer dessus. Et donc, c'est ma demande de réservation de transport. Et vous voyez donc que c'est une demande de type Book Trip Command. Donc ça, c'était l'aller. Le retour, la réponse qu'on a reçue, elle dit quoi? Elle dit que ça s'est bien passé. Et on a le fameux header, la metadata reply outcome type qui a success. Donc celle-là, elle est conditionnée parce que je vous ai dit tout à l'heure, le with failure ou le with success. Donc on est dans un cas où, ma foi, tout s'est bien passé dans le meilleur des mondes. Si on fait une erreur sur le numéro de client, donc on va tomber dans un cas d'arrêt rapide de la saga, puisque là, on rejette tout de suite.
Donc cette fois, il n'y a même pas de message envoyé vers trip. Et en vertu de la définition de la saga qu'on a vue tout à l'heure, on a tout de suite été à la fin en disant de toute façon, on cancel. Si maintenant je fais une erreur de destination, comme tout à l'heure, Londonx, là, on va bien avoir un échange qui va se faire avec trip, qui nous dit qu'il ne connaît pas cette destination. On va aller voir la réponse qu'il a donnée. Donc c'est le dernier message, ça doit être celui-là. Et là, notre reply outcome type là, nous dit failure, parce qu'on est retourné du command handler avec la réponse with failure, et on voit que le message en réponse, c'est book trip failed. Jusque-là, tout est cohérent. Pour terminer, on va dépasser le prix. Alors là, max pricing exceeded. Donc qu'est-ce qui s'est passé? On a envoyé un premier message à Trip qui nous a dit OK. Et puis à la fin de la saga, désolé, on a dépassé le prix maximum. On lui a envoyé un message de cancellation, d'annulation, pardon. On peut aller voir sur Trip Service. Donc le dernier message envoyé, ça doit être celui-là, où effectivement, non, ça c'est un book trip command. Donc le dernier que j'ai envoyé, c'est lequel? Je ne vais pas me planter là-dessus quand même. C'est le... Pardon? Ah, c'est celui-là? Il était caché en dessous. Donc voilà, donc là, à la fin, j'ai envoyé une commande de cancel trip. Donc tout ça, ça correspond vraiment au comportement visible dans la définition de la saga. Donc si je reviens sur cette définition, on a illustré tous les cas possibles. Donc vous voyez que finalement, EventWait se débrouille assez bien dans sa tambouille d'échange de messages transactionnels pour finalement nous rendre le service attendu. En conclusion, un petit comparatif des deux. Côté microprofile LRA, le composant clé, c'est Narayana. C'est la seule implémentation disponible de LRA coordinateur aujourd'hui. Il n'y a pas le choix, c'est ça ou rien. Donc c'est un SPOF potentiel, et en particulier, c'est le composant à soigner en production. Donc vous pouvez aller voir sur le blog Narayana, il y a des tas d'explications qui vous expliquent comment bien gérer le truc, notamment la partie Object Store, qui est la partie où Narayana va stocker ces transactions et l'état des transactions. Côté EventWait, on a deux composants clés. On a CDC et Kafka, qui sont des SPOF potentiels. Alors Kafka, on va dire qu'il y a l'artillerie lourde pour le rendre robuste en production. Le CDC, on a vu qu'on peut le redonder. On peut avoir plusieurs instances que Zookeeper surveille. En termes de courbe d'apprentissage, gros avantage à microprofile LRA, parce que le modèle de programmation est relativement simple, très simple même. Côté EventWait, c'est plus compliqué pour plein de raisons, parce que le framework est extrêmement flexible. Il est multi-tool, il est multi-SGBD, il est multi-framework, il est multi-système de queuing. On est perdu. On est perdu dans tous les artefacts qui sont à disposition. Les exemples qui sont donnés ne sont pas toujours cohérents d'un framework à l'autre. On a du mal à trouver ces marques. Le produit est bien documenté, mais ça reste très verbeux. Donc, si vous décidez de vous y intéresser, prévoyez un coût d'entrée au départ non négligeable. Simplicité de codage, bon, j'ai mis avantage microprofile. Moi, ça se discute. Dans les deux cas, pour vous donner une idée, il y a à peu près 1600 lignes de code dans les deux cas pour la démo que j'ai faite. Donc c'est relativement simple. Alors, ce qui est plus compliqué par contre avec EventWait, c'est la configuration. Il y en a partout. Il y a de la configuration du CDC pour lui dire comment aller se connecter à Kafka, comment aller se connecter à la base de données, comment aller se connecter à Zookeeper. Il y a de la configuration en code Java pour déclarer les command handlers, pour déclarer les sagas. Et si vous ne le faites pas, croyez-moi, vous allez perdre un temps. Si vous le faites mal, vous allez perdre un temps fou sans comprendre pourquoi. J'ai passé pas mal de temps là-dessus. Une fois qu'on a compris, ça va, c'est rapide.
mais il y a quand même un coup d'entrée sur cette configuration. En termes de couplage fonctionnel, LRA est plus fort, parce que le seul élément commun, c'est l'identifiant de LRA. C'est un élément technique. La seule chose qu'on a en commun en tant que participant à la transaction, c'est ça. Avec ça, on doit se débrouiller. Donc là, c'est vraiment un couplage fonctionnel très simple. Avec EventWait, c'est un petit peu plus compliqué, parce que comme c'est des messages qui sont échangés sur Kafka, on doit partager la structure de ces messages. On doit la connaître, évidemment. Donc les messages, on a vu qu'ils étaient JSONisés en passant sur Kafka, mais il faut se mettre d'accord sur des API et partager une description commune de ces messages. Donc on a un couplage fonctionnel qui est un petit peu plus fort. En termes de couplage technique, j'ai mis un avantage à EventWait parce qu'on est dans le monde de l'asynchrone. C'est d'ailleurs ce que prône Chris Richardson dans son bouquin. Tous les échanges entre services se font en asynchrone, donc avec un couplage, on va dire, technique qui est quand même beaucoup plus faible que quand on est en full synchrone, comme avec MicroProfile LRA. Au niveau de l'observabilité, on n'a vraiment pas grand-chose côté MicroProfile LRA. Il y a quelques commandes qui permettent d'interroger le LRA coordinateur, mais c'est très limité. En même temps, c'est simple et ça marche bien. On n'a pas trop besoin d'outils d'observabilité. Côté EventWait, on a vu qu'on avait le CDC qui exposait donc des sondes de bonne santé, qui expose des métriques. On a également l'artillerie lourde en production pour faire de l'observabilité sur Kafka. Avantage, on va dire avantage EventWait. En termes de généricité, avantage EventWait parce qu'il est multi-tout. Il fonctionne avec Spring, Micronaut, Quarkus, différentes bases de données. Donc, MicroProfile LRA est quand même plus réduit. Déjà, il vous impose de faire du JAX-RS. Alors, l'ouverture dans le monde Spring se fait avec le module Camel dont je vous parlais. Mais naturellement, EventWait est beaucoup plus, on va dire, beaucoup plus flexible. Alors, pour aller plus loin, j'ai mis mes 2 démos sur GitHub. Donc, comme je vous ai expliqué, j'essaie de faire en sorte qu'elles soient quand même significatives d'une logique métier un peu intéressante, aller au-delà de ce qu'on trouve très facilement sur le net. Donc, libre à vous de vous les approprier et de les tester dans votre environnement pour voir si ça peut répondre à vos problématiques projet. Pour en savoir plus sur LRA, le blog Narayana, c'est une mine d'or. Donc, en particulier, en 2021, Narayana a implémenté donc, LRA Coordinator. Il y a plein d'informations, notamment comment sécuriser les requêtes HTTP, parce qu'on a vu que ça passait par un header HTTP. Donc, comment on met du JOT et des choses comme ça pour sécuriser un minimum tout ça. On a des exemples qui sont donnés pour Quarkus, OpenLiberty et Lydon, dont on peut s'inspirer. Côté EventWait, il y a le site EventWait.io, qui est très verbeux, mais somme toute très bien fait, et les exemples. Alors, il y a 2 grands exemples. Il y a un exemple qui est très simple, qui est le Command and Order, très très simple, et il y a un exemple qui est beaucoup plus compliqué, qui illustre le livre, qui est le Food2Go example, où là, il y a plein de services dans tous les sens. Ce qui manque un petit peu, c'est l'intermédiaire. C'est ce que j'ai cherché à faire à travers ma démo, c'est de trouver quelque chose quand même plus compliqué que le Order and Consumer, qui est très très simple, et le Food2Go, qui est vraiment trop complexe pour appréhender d'emblée. Donc voilà ce que j'avais à vous dire sur la façon d'appréhender ces transactions distribuées. On voit qu'on a des solutions très différentes techniquement qui permettent d'assurer, on va dire, la cohérence sur des cas fonctionnels identiques. Ça reste contraignant, notamment coder les fameuses opérations de compensation. C'est du boulot, il faut le faire, il faut y penser, il faut bien le faire de manière blindée. Et voilà, j'en ai terminé. Il y a peut-être la place pour une question. Est-ce que quelqu'un a un micro? Il y a une question. Allô? Oui, bonsoir. Ici, juste là. Là, je me lève. Ici, à gauche. ouais, ça y est, c'est bon. Merci pour la présentation. Dans le cas où la compensation ne marche pas, il y a un problème. Ouais. Comment on peut faire? Alors, très bonne question, bien sûr. Déjà, il faut faire en sorte que ces méthodes de compensation soient idempotentes.
C'est-à-dire que, dans la mesure du possible, elles réagissent tout le temps de la même manière. Après, si au niveau logique métier, ça se passe mal, eh ben, là, je dirais, après, c'est du rattrapage manuel. Il n'y a pas de miracle. C'est vraiment la limite de l'approche, quoi. Ok. Il n'y a pas de solution magique, désolé, mais encore une fois, essayez d'être le plus possible idempotente pour ne pas induire le LRA coordinateur en erreur, par exemple. Parce que je ne l'ai pas dit, pour faire simple, mais le LRA coordinateur, il a toute une logique pour savoir si la compensation s'est bien ou mal passée, et il a une logique de retry aussi. Il peut rappeler plusieurs fois la méthode compensate. Ok, merci. Ah! Ouais, alors, quid des perfs? C'est une bonne question. Pardon? J'arrête là? Ok, bah, on va y répondre en petit comité.